Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La tête à l'envers, une série de podcasts Chronos. Nous recevons aujourd'hui Laurence Cuvelier, consultante formatrice et partenaire Chronos. Bonjour Laurence. Bonjour Adrien. Vous animiez le 21 septembre dernier un webinaire intitulé Cross-Canal, quelle relation client faut-il en magasin ? Pourquoi la relation client vous tient-elle à cœur ? Déjà par mon parcours professionnel, puisque moi-même avant d'être formatrice, j'étais pendant plus de 10 ans manager de vendeurs. Et c'est vrai que déjà à l'époque, voilà, même si ça fait un peu dinosaure de dire ça. 10 ans c'est court en fait. 10 ans c'est court, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements ces 10 dernières années. Exactement, pour les équipes de vente. Et déjà à l'époque, nous étions confrontés en magasin à des clients qui arrivaient ultra renseignés. Et c'est vrai que quelquefois ça pouvait mettre un peu en zone d'inconfort les vendeurs. Donc moi en tant que manager, j'avais déjà essayé de mettre des choses à ma sauce en place dans mes équipes. Et puis de par mon métier, puisque je continue à rencontrer des vendeurs en formation, eh bien c'est vrai que j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de petites techniques à inclure dans leurs compétences pour leur permettre de faire face aux clients connectés. Comment sait-on qu'il s'agit d'un client connecté ? À quoi les reconnaît-on ? Alors ces clients connectés, je suis sûre que vous les avez déjà rencontrés quand vous faites vos courses, mais peut-être que vous en êtes aussi un, oui, carrément. Sûrement. Le client connecté, c'est le client qui va avoir vraiment une démarche d'achat complètement différente du client classique. C'est un client déjà, alors quand on parle de connecté, qui utilise des outils connectés, comme le smartphone, ça paraît tout bête, mais c'est un outil connecté. Mais c'est aussi un client qui va énormément préparer ses achats avant de venir en magasin. Donc il aime qu'il y ait cette interaction entre l'enseigne dans laquelle il va, et puis le site peut-être marchand de l'enseigne, et voir l'endroit où il va aller chercher sa commande quand il aura acheté. D'accord, pour le voir en ligne au préalable. Oui, le voir en ligne au préalable. Donc c'est un client qui va peut-être aussi aller regarder les avis sur les forums, qui va faire carrément une analyse de marché du produit. Ah oui, pratiquement. Ouais. Et c'est ça qui peut aussi déstabiliser le vendeur, parce que quand il arrive en face de ce client, au final il n'y a plus grand-chose à lui apporter, en tout cas sur les caractéristiques du produit. Et justement, alors plaire aux clients connectés, ça demande une nouvelle posture, c'est un nouvel enjeu. Pourtant, dans ce que vous nous disiez dans le webinaire, certains vendeurs semblent avoir des freins. Sont-ils vraiment désintéressés par le sujet ? Alors, il va y avoir plusieurs catégories de vendeurs. Il va y avoir les vendeurs qui sont plus jeunes et qui n'ont aucun problème par rapport à ça, parce que eux-mêmes, en tant que clients, sont ultra connectés. Ils le vivent en fait. Ils le vivent, voilà, donc ils ont plus de facilité à s'adapter à ces nouveaux clients. Par contre, c'est vrai que pour les vendeurs un petit peu plus anciens, il va y avoir des freins qui vont être essentiellement des freins liés à je ne sais pas faire ou je n'ose pas faire. Voilà. Et ça c'est lié à la confiance en soi. Des fois il y a aussi forcément une motivation qui est moins élevée parce que on demande aux vendeurs de sortir un peu sa zone de confort. Mais au final, et ça on le verra par la suite, il suffit de quelques petits ajustements dans leur technique de vente pour pouvoir gérer ces nouveaux clients. S'agit-il d'une simple remise à niveau de compétences ? Alors, il va y avoir effectivement des nouvelles compétences à travailler avec les vendeurs qui vont être liées juste au fait qu'il y ait des nouveaux clients. Mais avant tout, il me semble que ce qui peut être très important, c'est plutôt de parler de nouvelles situations. Parce qu'au final, le vendeur aura toujours en face de lui des clients qui ne seront pas connectés. C'est juste sa capacité à changer, à observer le fait que là, actuellement, je suis en face d'un client connecté et que l'approche de ce client va être totalement différente. Donc cela demande de savoir évaluer un certain contexte. Exactement. Dans telle situation, voilà les capacités que je vais mettre en œuvre pour essayer de capter ce client connecté. Donc pour amener ces nouvelles capacités, c'est clair que la formation, l'accompagnement va être très important, mais le rôle du manager dans l'équipe, pour ces évolutions, qui sont plutôt des révolutions, est très important parce que bien évidemment cela ne va pas se faire en une seule journée, ça va complètement s'intégrer dans l'accompagnement du manager au quotidien de ses équipes. Concrètement, comment le manager peut-il faciliter l'adoption de ces nouvelles compétences dans ses équipes ?
Alors, il va devoir déjà dans un premier temps faire un diagnostic de ce qui se passe réellement, de quelle manière les vendeurs vont pouvoir aller vers ces nouvelles façons de faire de la vente. C'est plutôt quelque chose qui va se faire seul de son côté, ou accompagné par exemple par nous, par Chronos. Et puis ensuite, il va falloir donner énormément de sens, parce que souvent quand les vendeurs se braquent par rapport à ces nouvelles évolutions, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens et les enjeux de ces évolutions dans leur fiche de poste. Je pense, j'en suis persuadée, il faut les faire expérimenter. Ça peut être très intéressant de les emmener dans une enseigne par exemple qui est déjà ultra connectée avec des méthodes de travail 3.0 pour leur faire prendre conscience qu'au final ce n'est pas si compliqué que ça de changer et d'aller vers ces nouvelles façons de vendre. Puis dans un deuxième temps, bien évidemment, puisqu'on parle de capacités, de nouvelles capacités à acquérir, il va falloir les mettre en situation avec ces clients connectés, avec des petits changements au fur et à mesure. Peut-être par exemple en suivant le parcours d'achat d'un client dans une enseigne et de voir pour chacune de ces étapes comment on peut cranter, changer, évoluer vers des nouvelles techniques de vente 3.0. D'accord, donc dans un premier temps, prendre le rôle d'un client dans une enseigne, puis ensuite incarner le rôle du vendeur pour accompagner le client. Exactement, ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Je pense que ça donne plus de concret, plus de projection et de sens. Le fait de le voir fait aussi, c'est une façon de se dire, puisque c'est fait ailleurs, pourquoi pas moi et pourquoi j'y arriverai pas. Après, ce qui est très important, c'est quand même de rester dans le cœur de leur métier, de pas leur mettre la pression, de pas leur imposer, et que ce soit des automatismes nouveaux à rajouter dans leur quotidien. Justement, ces vendeurs doivent prendre petit à petit leur marque. Oui. Derrière, il y a de véritables enjeux pour cette transformation managériale. Quels sont les enjeux pour les entreprises qui viennent vous solliciter pour former leurs équipes ? Les enjeux principaux, c'est déjà de laisser la possibilité à leurs équipes de vendeurs de s'adapter à ces nouveaux clients. Voilà, il y a des enjeux aussi commerciaux, puisque un client connecté, s'il fait la démarche de venir en magasin pour rencontrer des vendeurs, c'est bien parce qu'il recherche quelque chose. Et en général, ce qu'il va rechercher, c'est la relation, c'est le contact, c'est le conseil. Si déjà au départ, le vendeur se met des freins en se disant « mais moi, ces clients-là, je peux pas du tout aller les voir », forcément, ça va se ressentir sur le chiffre d'affaires, sur le taux de transformation. Je pense que les choses doivent se faire naturellement, c'est-à-dire que ce qu'il faut d'abord apprendre au vendeur, c'est de déterminer qui est qui dans un premier temps, et puis si c'est un client connecté, de quoi il a besoin s'il vient en magasin. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2018, le client connecté, le client 3.0, a pas forcément besoin qu'on repasse énormément de temps sur les caractéristiques du produit. Mais peut-être qu'il va vouloir que le vendeur le mette en expérimentation, le fasse essayer le produit qu'il est mieux regardé, s'intéresse beaucoup plus à son client. Est-ce qu'il y a des risques de changer de management, par exemple ? Bien évidemment, comme toute évolution, le changement peut créer certaines situations avec des irritants. Voilà, c'est très franco-français. Les vendeurs, comme nous d'ailleurs, vont à un moment donné peut-être dans une équipe s'opposer à cette évolution. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. L'accompagnement quotidien, le fait de donner du sens, le fait de donner des exemples concrets, les choses vont se faire naturellement. Ce n'est pas du tout compliqué en fait, cette évolution de conseiller de vente à vendeur 3.0. Ça demande du temps, c'est pour ça que les managers doivent être totalement intégrés dans cette évolution. Et puis les vendeurs en général, ce sont des personnes qui aiment le changement, qui aiment les choses qui bougent. Je crois qu'ils ont tout à gagner à passer ce cap et à sauter dans le train du 3.0. Tu évoquais des ateliers avec les managers et les équipes. Comment les accompagnes-tu au quotidien à adopter la vente 3.0 ? Alors concrètement, on va d'abord reprendre les fiches de poste. En général, ça se passe comme ça. On va y rajouter les items qui sont liés au 3.0 et puis on va y travailler tout simplement en faisant des briefs le matin ou quand la personne va prendre son poste. On peut aussi faire des débriefings de vente, c'est-à-dire que dès que la personne a fait une vente et qu'elle a imaginé que c'était un client 3.0, donc du coup elle a changé sa façon de faire, le manager peut aller la voir aussi directement pour lui demander ce qu'elle a réussi et les choses sur lesquelles elle se sentait un petit peu en difficulté. Je pense aussi que c'est important que le manager à un moment donné soit moins présent aussi pour les accompagner, pour que les vendeurs aient vraiment une prise de conscience de ce qu'ils doivent changer, de ce qu'ils doivent modifier dans leur acte de vente. Après forcément ça se ressentira aussi sur leur évaluation annuelle, mais ça nous n'en sommes pas encore là. Pour adopter cette nouvelle stratégie ? Il faut du temps, je pense qu'il faut au moins 1 an. On va leur demander d'intégrer des nouveaux automatismes. Il faut du temps, c'est pour ça qu'il faut faire peut-être de manière séquencée, en prenant le parcours d'achat. Je trouve que c'est une très bonne méthode et qui fonctionne. En tout cas, moi j'ai déjà vu les résultats. Si demain vous rencontriez les vendeurs et les managers d'une entreprise, que leur proposeriez-vous ?
Alors en général sur ce genre de changement, d'évolution, c'est des formations qui vont durer une journée. Alors il y a un petit peu de travail en amont qui va leur être proposé pour se préparer à cette journée. Mais en tout cas il y a une première phase dans la journée qui est une phase d'information où on va vraiment voir pour le coup la théorie parce qu'on est quand même obligé de passer par ça. Et puis ensuite on va essayer de passer à une phase de compréhension avec le groupe, de se dire ben voilà quels sont les enjeux, concrètement pour moi comment ça se traduit sur le terrain cette information. Ensuite forcément, et ça il faut le dire, il y a une adhésion qui doit être travaillée aussi parce que dans un groupe il y aura toujours des personnes qui vont être contre l'idée ou en opposition à, donc il faut expliquer, argumenter et ça prend un petit peu de temps. En proportion combien Alors sur un groupe de 7 il y a toujours une ou deux personnes, alors c'est toujours très gentil, hein, c'est jamais dans l'agressivité, mais des personnes qui sont en opposition par rapport à ce changement et quand on creuse un peu on se rend compte que c'est des problèmes de confiance en soi plutôt que de savoir-faire et c'est à moi de travailler là-dessus et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Voilà, et puis après l'après-midi, on va passer à la phase de participation, c'est-à-dire que moi j'aime bien les mettre en action dans leur réalité terrain. Donc on va aller vendre leurs produits sur leur surface de vente avec leurs clients. Et souvent là, tout le travail en réel, tout le travail qui a été fait le matin montre que c'est une vraie réalité parce qu'il y a des gros déclics qui se passent. Ah oui, il y a un blocage, quelque chose comme ça. Exactement, souvent ils remontent après dans la salle de formation en disant mais tu avais raison, je m'en étais jamais vraiment rendu compte, mais cette petite phrase que j'ai changée ou que j'ai dite à tel autre moment de ma vente, ça a été vraiment un déclic par rapport à ce client que je ne pensais pas pouvoir capter auparavant. Alors ça c'est l'effet un peu formation, hein, parce que quand on est en formation tout est toujours génial, super sympa et tout. Oui, après mon travail c'est mon travail, mais c'est aussi le travail du manager, ça va être de créer des ancrages par rapport à ce qui a été vu en formation. Et quelle peut être la durée d'une formation ? Alors en général, ça va être peut-être 3 fois une journée, ou 3 fois une demi-journée en salle, et puis après on va séquencer les journées en magasin. De toute façon, je laisse toujours mes coordonnées et aux stagiaires et aux managers pour qu'ils puissent me contacter. Souvent quand je les revois, c'est quand je vais dans leur magasin et ils ont l'air plutôt épanouis. Tu y repasses après par curiosité. De par mon métier, je suis souvent en déplacement, donc j'ai souvent l'occasion d'aller leur faire des petits coucous et je vois bien que tout se passe bien pour eux, donc c'est que ça va. Donc les vendeurs semblent satisfaits. Pour ma part, satisfaite de ces ateliers avec eux. Après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et moi, n'étant plus présente, c'est le relais du manager, et on en a beaucoup parlé auparavant, qui va faire la différence. C'était votre première intervention en direct sur Internet sans public, présent dans la salle. Votre métier également se digitalise. Pourrait-on dire que d'une certaine façon, vous avez été confronté à la même difficulté que les équipes que vous formez ? Totalement, puisque pour moi c'était énormément de stress, c'est donc j'étais confrontée aux mêmes difficultés que eux peuvent rencontrer sur le terrain. Au final, en s'encadrant et en s'entourant des bonnes personnes, en travaillant, en se positionnant aussi sur ce qu'il faut faire, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Alors ça se passerait mieux une deuxième fois, mais c'est un petit peu ça aussi, le métier de la formation, c'est un peu comme tous les métiers. Tous les jours il faut pouvoir se remettre en question par rapport à un environnement qui change. Je pense que quand on met les choses en place, tout se passe correctement. Le temps de sortir doucement de sa zone de confort. Exactement, voilà, tout à fait. Merci beaucoup Laurence, vraiment d'être venue partager tout ça avec nous. Merci également à nos auditeurs et auditrices qui prennent le temps de nous suivre dans ce deuxième épisode de La Tête à l'envers. Merci à toutes et à tous, merci Laurence, et à bientôt j'espère. Ben oui, merci Adrien, bonne journée. Bonne journée. C'était La Tête à l'envers, écoutez différemment, pensez hors du cadre, agir autrement.